lorsque les soldats britanniques prirent d'assaut les plages normandes en juin 1944, ils portaient un fusil qui avait déjà près de 50 ans. Le chargeur Courley-Enfield, conçu en 1895 et officiellement adopté en 1907, était encore l'arme standard des forces du Commonwealth. Pendant ce temps, leurs adversaires allemands brandissaient le Karabina 98K, un descendant raffiné du légendaire mécanisme Mouzet perfectionné au fil des décennies. Sur le papier, cela n'aurait pas dû fonctionner. Le fusil allemand était plus précis à distance, plus moderne dans ses matériaux et représentait ce que de nombreux experts en balistique considéraient comme le summum de la conception à verrou. Pourtant, les soldats britanniques qui capturaient les armes allemandes sur le champ de bataille les jetaient fréquemment de côté et gardaient leur Linfield. Ce n'était pas de la sentimentalité ou de l'entêtement. C'était un pragmatisme sur le champ de bataille né d'une dure expérience. L'histoire de Lee-Enfield commence dans les années 1880, lorsque l'armée britannique a reconnu qu'elle avait besoin d'un fusil à répétition utilisant de la poudre sans fumée. James Parry Lee, un inventeur canadien-écossais, avait conçu un système révolutionnaire de chargeurs à boîtes amovibles. En combinaison avec les fusils conçus par la Royal Small Arms Factory d'Enfield, le résultat fut le magazine Lee-Enfield. En service pour la première fois lors de la Seconde Guerre de Boer, en 1907, après plusieurs itérations, le petit magazine Lee-Enfield Mark III a vu le jour. Le SMLE emblématique qui servira à travers 2 guerres mondiales et d'innombrables conflits coloniaux. Ce qui a permis à ce fusil de perdurer pendant près d'un siècle n'était pas une simple caractéristique révolutionnaire, mais plutôt une combinaison de choix de conception pratique donnant la priorité à ce qui comptait réellement au combat. La pensée militaire standard de l'époque mettait l'accent sur la précision à longue portée. Les armées européennes étaient obsédées par l'idée d'atteindre des cibles à 800, 1000, voire 1500 mètres. Les Allemands étaient particulièrement fiers de leur adresse au tir et leurs fusils Mouzet reflétaient cette philosophie avec des canons plus longs et des tolérances de fabrication plus strictes. Les Britanniques ont adopté une approche différente avec le SMLE. Ils ont raccourci le canon à seulement 25,2 pouces, ce qui rend le fusil plus maniable dans les tranchées et dans les véhicules. Ils ont accepté une précision à longue portée légèrement réduite car leurs études de combat montraient que la plupart des engagements d'infanterie se déroulaient à moins de 300 mètres. C'était une hérésie pour les théoriciens militaires européens, mais cela s'est avéré prophétique lorsque la réalité de la guerre des tranchées est apparue après 1914. La conception du boulon de verrouillage arrière du fusil a fait sourciller les experts en armes à feu. La plupart des fusils militaires, y compris le Mouzet, utilisaient un système de verrouillage frontal dans lequel les pattes situées près de la chambre supportaient la pression du tir. Les pattes du Lee-Enfield se trouvaient à l'arrière du boulon, ce qui le rendait théoriquement plus faible et moins précis. Les critiques ont soutenu que cette conception n'atteindrait jamais la précision d'un Mouzet. Il se trouvait juste à portée de cible, mais les champs de bataille ne sont pas des portées de cible, et la conception de Lee-Enfield apportait des avantages qui importaient plus que de raser de quelques centimètres la taille des groupes à 600 mètres. La course plus longue du boulon requise par le système de verrouillage arrière a en fait rendu le cycle du fusil plus rapide, et l'action s'est avérée plus tolérante à la saleté et au débris. En 1939, lorsque la Grande-Bretagne se retrouva de nouveau en guerre contre l'Allemagne, le SMLE était théoriquement obsolète. Pourtant, la production a augmenté au lieu de s'arrêter progressivement. Les usines de Grande-Bretagne, d'Inde et d'Australie en produisaient des millions d'autres. Les commandants britanniques ne s'accrochaient pas à la tradition. Ils savaient que quelque chose qui paraissait bien dans un manuel d'ingénierie ne se traduisait pas toujours par une supériorité au combat. L'armée britannique avait un niveau de formation qui semblait impossible la première fois que les recrues en entendaient parler. Chaque soldat devait tirer 15 coups ciblés par minute avec le verrou Lee-Enfield. Les vrais experts pourraient pousser ce chiffre à 30 tours. C'était ce qu'on appelait la Mad Minute, et ce n'était pas un exercice de démonstration en temps de paix. C'était une doctrine tactique fondamentale qui allait sauver le corps expéditionnaire britannique dans les premiers mois de la Première Guerre mondiale. Le 23 août 1914, dans la ville belge de Mons, environ 70 000 soldats britanniques affrontaient près de 160 000 soldats allemands. Les Allemands s'attendaient à une victoire rapide contre ce qu'ils pensaient être une force petite et dépassée. Au lieu de cela, ils se sont heurtés à un mur de tirs de fusil si intense que les commandants allemands ont cru qu'ils faisaient face à des mitrailleuses masquées. Ce n'était pas le cas. Ils faisaient face à des tirailleurs britanniques faisant exactement ce pourquoi ils avaient été entraînés. L'action du SMLE a été spécialement conçue pour la vitesse. La poignée du verrou était placée à un angle de 60 degrés au lieu des 90 degrés que l'on trouve sur la plupart des fusils militaires. Ce lancer de boulons plus court signifiait moins de mouvement entre les tirs.
Vos mains restent dans une position naturelle sans rotation excessive du poignet. Le boulon de verrouillage arrière du fusil obligeait le tireur à se rapprocher du percuteur lors de la fermeture plutôt que de l'ouverture, ce qui semblait plus intuitif lors d'un tir rapide. Lorsque vous ouvrez le boulon, le boîtier usé s'éjecte en douceur sans la résistance liée à la compression d'un ressort moteur. Vous vous êtes entièrement concentré sur la préparation du prochain tour. Ce système, combiné avec un entraînement incessant, ont transformé des soldats individuels en plateformes de tir dévastatrices. L'entraînement britannique à la mousqueterie était sans doute le plus intensif au monde. Les recrues passaient des semaines dans des champs de tir avant de découvrir d'autres aspects de l'entraînement au combat. Ils ont appris à tirer en position debout, à genoux, assis et couchés. Ils ont pratiqué des changements rapides de chargeur jusqu'à ce qu'ils puissent échanger un nouveau chargeur de 10 cartouches en moins de 3 secondes. Ils se sont entraînés à estimer la portée à l'œil nu et à ajuster leur visée en conséquence. Le système de visée en échelle du SMLE, bien qu'il paraisse archaïque par rapport aux conceptions allemandes, était en réalité plus rapide à ajuster sous contrainte. Vous avez actionné un levier, fait glisser le viseur jusqu'à la portée dont vous aviez besoin et l'avez verrouillé. Pas de réglage fin, pas de réflexion excessive, combattez simplement la vitesse pratique. Les fous de qualification devaient atteindre une cible de 12 pouces à 300 mètres 15 fois en 60 secondes. Cela signifiait que vous deviez charger un nouveau chargeur à mi-forêt tout en conservant la précision. Les soldats capables de réussir 20 coups sur obtenaient le statut de tireur d'élite. Le légendaire sergent instructeur Snooksall aurait réussi 38 coups sur en 1 minute lors d'une démonstration en 1914. Bien que cela nécessitait un assistant pour lui donner des magazines chargés. Le but n'était pas de battre des records. Il s'agissait d'ancrer la mémoire musculaire si profondément que le tir rapide et précis devenait automatique sous le stress et le chaos de la bataille. À Mons, les troupes allemandes avançant en formation furent abattues à des distances où elles ne pouvaient pas riposter efficacement. Les rapports Afteraction décrivent des entreprises allemandes entières arrêtées net parce qu'elles croyaient sincèrement être des tirs soutenus de mitrailleuses depuis plusieurs positions. En réalité, des sections de 8 à 10 tirailleurs britanniques produisaient ce volume de tir. Un lieutenant allemand capturé plus tard dans la semaine a déclaré aux interrogateurs qu'il avait compté la cadence de tir et estimé que son unité faisait face à au moins 20 mitrailleuses. Il ne pouvait pas comprendre que les fusils à verrou puissent générer une telle puissance de feu. Les Britanniques ne disposaient que de 4 mitrailleuses par bataillon à Mons. Le reste était constitué de fusils, d'entraînement et de la capacité de tir rapide du SMLE faisant exactement ce pourquoi il a été conçu. La guerre des tranchées était un cauchemar pour les concepteurs d'armes. Tout ce qui avait l'air élégant dans un centre d'essai en usine est devenu un handicap lorsqu'il a été soumis à la réalité du front occidental. Les fusils ont passé des jours et des semaines exposés à la pluie, à la neige et à la boue corrosive unique des Flandres. Une soupe lourde d'argile qui s'est frayé un chemin dans chaque crevasse. Les soldats ne pouvaient pas entretenir leurs armes comme le suggéraient les manuels de paix. Il n'y avait pas d'armurerie chauffée, pas d'espace de travail propre, pas de luxe de produits de nettoyage appropriés. Vous aviez l'humidité dont vous pouviez vous débarrasser, peut-être un chiffon si vous aviez de la chance, et toute l'huile qui n'avait pas été utilisée il y a des semaines. Dans ces conditions, la Lee-Enfield prospérait. Alors que les fusils plus avancés échouaient, ce secret résidait dans son caractère vague. Les tolérances de fabrication britanniques étaient volontairement moins précises que les normes allemandes. Les pièces avaient plus de jeu entre les surfaces mobiles. Pour un ingénieur soucieux de précision, cela ressemblait à un savoir-faire inférieur. Pour un soldat dans une tranchée, cela faisait la différence entre un fusil qui fonctionnait et un fusil qui devenait une massue. Lorsque la boue ou la glace entrent en jeu, les dégagements généreux du Lee-Enfield lui permettent de rouler. Quoi qu'il en soit, le boulon pouvait sembler granuleux et rugueux, mais il bougeait quand même. Le Mouzet 98K, avec ses tolérances plus strictes et ses pattes de verrouillage avant positionnées là où les débris accumulés près de la chambre se liraient et se coinceraient. Les soldats allemands se sont retrouvés à essayer frénétiquement d'effacer leurs actions tandis que les troupes britanniques continuaient de tirer. Le mécanisme de fermeture offrait un autre avantage de survie car le ressort principal ne se comprimait que lorsque vous fermiez le pen. L'ouvrir nécessitait moins de force. Si votre action commençait à se lier à cause de la saleté ou de la corrosion, vous pouvez toujours ouvrir le boulon pour éliminer un bourrage ou éjecter un boîtier coincé. La conception d'ouverture du Mouzet signifiait que vous luttiez contre la pression du ressort principal tout en essayant simultanément de briser les pattes encrassées. Dans des conditions de gel, lorsque le métal se contractait et que l'humidité se transformait en glace, cette différence devenait critique. Au cours de l'hiver 1917,
Les troupes britanniques ont signalé que leurs fusils fonctionnaient toujours alors que les armes des prisonniers allemands étaient gelées. Les prisonniers n'avaient pas plus mal entretenu leurs fusils. Ils avaient simplement des machines moins indulgentes. La résistance à l'eau n'était pas accidentelle. La conception du chargeur du SMLE comportait une coupure qui vous permettait d'utiliser le fusil comme une arme à un coup tout en gardant votre chargeur en réserve. Plus important encore, le puits du chargeur était bien drainé. L'eau qui pénètre à l'intérieur pourrait s'écouler au lieu de s'accumuler autour des cartouches et provoquer de la corrosion ou des dysfonctionnements d'alimentation. Le chargeur interne du Musée, alimenté par des pinces à dénuder, ne disposait pas d'un tel drainage. L'eau qui pénétrait dans l'action y restait, se mélangeant aux résidus d'huile et de poudre pour armes à feu pour former une pâte corrodante. Les armuriers britanniques récupérant les armes allemandes après des offensives majeures ont remarqué que les musées capturés étaient souvent rouillés. Et corrosion dans le chargeur. Eh bien, même lorsque le métal externe avait l'air bien. Les meubles en bois du fusil contribuaient à la fiabilité d'une manière qui semblait contre-intuitive. La crosse du SMLE était fabriquée à partir de noyer, généralement du noyer indien, qui était relativement mou et absorbait les chocs sans se fissurer. Lorsque les soldats utilisaient leurs fusils comme outil de martelage pour enfoncer des piquets de tranchées, ouvrir des caisses de munitions ou briser la glace. Le stock de Lee-Enfield a survécu à des abus qui auraient brisé le bois de plage plus dur couramment utilisé dans les stocks de Mauser. Un stock fissuré n'était pas seulement un dommage esthétique. Cela affectait la précision et, s'il était suffisamment grave, pourrait rendre le tir du fusil dangereux. Les rapports d'ordonnance britanniques de l'offensive S notaient que le retour pour réparation de Lee-Enfield présentait beaucoup moins de pannes de stock catastrophiques que les fusils allemands capturés soumis à un usage similaire. L'action Musée 98 est souvent considérée comme la conception de fusil à verrou la plus réussie de l'histoire et pour cause. Le dessin de Paul Musée de 1898 est devenu le modèle que des dizaines de pays ont copié ou adapté. Son extracteur d'alimentation contrôlé saisissait le bord de la cartouche dès que la cartouche quittait le chargeur, la guidant en douceur dans la chambre. Les deux pattes de verrouillage avant positionnées juste au niveau de la chambre offraient un soutien maximal exactement là où les pressions atteignaient leur maximum pendant le tir. La sécurité à 3 positions permettait d'ouvrir le pen avec la sécurité engagée pour le déchargement. Sur le papier et sur la gamme, le Musée représentait le summum de l'ingénierie du bolt-action. Les soldats allemands étaient formés pour être des tireurs d'élite, et leurs armes reflétaient cet accent mis sur la précision. À 600 mètres, un carabinier allemand expérimenté équipé d'un KI-98K surpasserait systématiquement un soldat britannique équipé d'un SMLE. Mais les guerres ne se gagnent pas à 600 mètres sur une distance connue. La force du Musée était aussi sa limite. Ces tolérances serrées qui garantissaient la précision rendaient l'action moins indulgente. Le système d'alimentation contrôlé, bien que théoriquement supérieur en termes de fiabilité, exigeait que le boulon parcourt un chemin plus long et plus complexe. Il fallait soulever la poignée du boulon à 90 degrés, tirer droit vers l'arrière sur une distance considérable, pousser la nouvelle cartouche vers l'avant tout en s'assurant qu'elle engageait correctement l'extracteur, puis faire pivoter la poignée vers le bas. Chaque mouvement devait être délibéré et complet. Précipitez-le et vous obtenez un échec d'alimentation ou une double alimentation. Sous le stress, lorsque vos mains étaient froides ou tremblaient lorsque vous deviez tirer immédiatement des balles en aval, cette complexité devenait un handicap. La doctrine militaire allemande mettait l'accent sur les tirs ciblés délibérés. Leur manuel de formation mettait l'accent sur le contrôle de la respiration, la pression sur la gâchette et une image de vision appropriée. On attendait d'un soldat allemand qu'il fasse en sorte que chaque tir compte, en particulier à longue distance, où la précision supérieure du Musée se montrait. Cette philosophie avait du sens dans le contexte des guerres de la fin du XIXe siècle, où les engagements se déroulaient sur de plus longues distances et où l'approvisionnement en munitions était une préoccupation constante. Mais en 1914, et certainement en 1939, le combat d'infanterie avait changé. Les armes automatiques ont fourni un tir soutenu. L'artillerie dominait le champ de bataille. Le rôle du fantassin consistait de plus en plus à réagir rapidement à des distances plus rapprochées, exactement là où les avantages du SMLE apparaissaient. La différence pratique s'est manifestée dans la cadence de tir. Un soldat allemand entraîné pouvait tirer environ 10 à 12 obus ciblés par minute avec le KW-8K. C'était respectable, meilleur que la plupart des autres armées équipées de fusils similaires, mais c'était la moitié du standard du SMLE. Au cours d'un échange de tirs d'une durée de 2 minutes, un soldat britannique pouvait tirer 30 coups à portée, tandis que son homologue allemand en réussissait au mieux 24. Ces 6 obus supplémentaires représentaient des pertes potentielles infligées ou des tirs de suppression qui maintenaient l'ennemi tête baissée.
Multipliez cela sur un peloton et la différence devient décisive. La tactique des petites unités allemandes devait s'appuyer davantage sur leurs excellentes mitrailleuses MG34 et MG42 pour fournir le volume de tir que les sections britanniques pouvaient générer avec des fusils seuls. Le canon plus long du Musée, 23,6 pouces par rapport aux 25,2 pouces du SMLE, lui donnait une vitesse initiale supérieure et une trajectoire plus plate à distance. Les tireurs d'élite allemands ont adoré le Kayan IE-8 Cal pour cette raison. Mais pour le fantassin moyen, ce potentiel de précision supplémentaire était gaspillé. Les études de combat des deux guerres mondiales ont constamment montré que la plupart des soldats ne pouvaient pas utiliser efficacement leurs armes à portée de précision maximale sous le stress du champ de bataille. Le bruit, la confusion, la peur et l'épuisement physique du combat ont dégradé l'adresse au tir bien plus que toute limitation inhérente à la précision de l'arme. Le SMLE était suffisamment précis pour les champs de tir où les combats se déroulaient réellement, et son fonctionnement plus rapide comptait plus que la précision. De toute façon, la plupart des soldats n'y parvenaient pas. La capacité du chargeur semble être un détail technique mineur jusqu'à ce que vous soyez dans un échange de tir et que vous comptiez les cartouches. Le Lee Enfield contenait 10 cartouches dans un chargeur à boîte amovible. Le Musée K98K contenait 5 cartouches dans un chargeur interne alimenté par des pinces à dénuder. Cet avantage de 2 contre 1 est fondamentalement comment les soldats se battaient. Lorsqu'une section britannique ouvrait le feu, elle pouvait soutenir ce feu 2 fois plus longtemps avant de devoir recharger. Lorsqu'ils ont rechargé, l'échange de chargeurs a pris environ 3 secondes avec un mouvement pratiqué, déposer le vide, en insérer un nouveau, chambre autour. Un soldat allemand rechargeant son Musée devait ouvrir le verrou, positionner un clip de décapage de 5 cartouches dans le guide, pousser les cartouches vers le bas avec la pression du pouce jusqu'à ce qu'elles entrent dans le chargeur, extraire le clip vide, puis chambrer le premier cartouche. Même un soldat bien entraîné avait besoin de 6 à 8 secondes, et cela en supposant que le chargeur soit alimenté sans problème et sans blocage. Les mathématiques du combat en petites unités ont fait multiplier cette différence de capacité au cours d'un engagement. Une section d'infanterie britannique standard était composée de 10 hommes. Dans un échange de tirs soutenu avec tous les fusils tirants, cette section pouvait tirer sans coup avant que quiconque ait besoin de recharger. Une équipe allemande comparable de 10 hommes pourrait lancer 50 cartouches. Si l'engagement durait 2 minutes et que les deux camps maintenaient leur cadence de tir entraînée, la section britannique tirait environ 300 obus à portée, tandis que l'escouade allemande parvenait à en tirer environ 200 à 240. Il ne s'agissait pas seulement de dépenses en munitions. Il s'agissait de maintenir un feu continu. Pendant que les soldats allemands rechargeaient, les soldats britanniques tiraient toujours. Cette pression soutenue a maintenu les troupes ennemies sous silence, les a empêchés de manœuvrer et a créé des opportunités de flanc ou d'avancée. Le système de chargeurs amovibles offrait aux soldats britanniques une flexibilité tactique que les chargeurs internes ne pouvaient égaler. Vous pouvez transporter des magazines chargés dans des pochettes sur votre sangle, prêts à être utilisés instantanément. L'ordre de bataille britannique standard comprenait 2 pochettes contenant chacune 5 chargeurs de 10 cartouches. 50 cartouches dans des chargeurs facilement accessibles, plus 50 autres cartouches en vrac dans des bandeliers pour remplir les chargeurs pendant les accalmies des combats. Cela signifiait qu'un soldat pouvait tirer 50 balles ciblées en moins de 4 minutes sans avoir à fouiller dans des cartouches détachées. Les soldats allemands transportaient leurs munitions dans des pochettes conçues pour les clips de décapage, ce qui était efficace pour la conception de la souris, mais signifiait que chaque chargement nécessitait de manipuler de petits clips métalliques sous contrainte. Lâchez un clip dans la boue ou l'herbe, et ces 5 cartouches sont devenues difficiles à récupérer et à utiliser. La fonction de coupure du magazine a ajouté une autre couche de praticité. En engageant le cut-off, vous avez converti le SMLE en fusil à un coup tout en gardant votre chargeur entièrement chargé en réserve. Cela était logique dans les scénarios où la conservation des munitions était importante, mais où vous pourriez soudainement avoir besoin d'un tir rapide. Vous pouvez sélectionner des cibles individuellement, en alimentant des cartouches uniques tout au long de l'action, puis relâcher instantanément le seuil et disposer de 10 cartouches disponibles si la situation dégénère. Le Musée n'avait pas de fonctionnalité équivalente. Soit vous avez utilisé votre chargeur, soit vous avez chargé des cartouches uniques, mais vous ne pouviez pas passer facilement d'un mode à l'autre. Le rechargement sous pression a révélé un autre avantage. Le puits de magazine du SMLE était généreusement dimensionné et biseauté. Même dans l'obscurité ou lorsque vous êtes épuisé et tremblant, vous pouvez guider un magazine en place au toucher. Le loquet du chargeur était positionné là où votre doigt de gâchette atteignait naturellement lorsque votre main déplaçait la poignée pour recharger. Une pression et le chargeur vide tomba. Inséré.
Appuyez jusqu'à ce que vous entendiez le clic et que vous soyez de nouveau en action. Le chargeur interne du Musée signifiait qu'il n'y avait rien à laisser tomber ou à insérer, ce qui semble être un avantage jusqu'à ce que vous réalisiez que cela signifiait également qu'il n'y avait pas d'option de rechargement rapide. Une fois vos 5 cartouches épuisées, vous deviez alimenter le fusil lentement, cartouche par cartouche ou clip par clip. Les soldats allemands enviaient le système de chargeur britannique tout en étant fiers des autres qualités de leur fusil. Le soldat Harold Bolton du Royal Warwickshire Regiment a écrit chez lui en octobre 1914 pour décrire un curieux incident survenu après la première bataille d'Ypres. Sa section avait envahi une position allemande et trouvé plusieurs fusils Musée abandonnés en excellent état. Les hommes les examinèrent avec un intérêt professionnel. Après tout, il s'agissait d'armes que la propagande allemande prétendait être supérieures à tout ce que les Britanniques transportaient. Le sergent de Borton, un soldat de carrière avec 12 ans de service, a exécuté l'action du Musée, a cité le canon et l'a rendu avec un simple commentaire. Belle arme pour un tournage du dimanche. Je me garderai Lienfeld pour avoir tué des Allemands. Merci. Les fusils capturés ont été remis au quartier général. Chaque homme de cette section gardait son SMLE. Ce schéma s'est répété tout au long des 2 guerres mondiales. Après des engagements majeurs, les troupes britanniques et du Commonwealth ont eu l'occasion d'acquérir des armes allemandes. Certains les gardaient comme souvenir. Certains ont utilisé les munitions capturées lorsque leur propre réserve était faible. Mais lorsqu'on leur a donné un véritable choix, les soldats ont massivement préféré leur Lienfeld. Le caporal Jacques Thomas, qui a combattu en Afrique du Nord avec la 8e armée, a tenu un journal qui a survécu à la guerre. Dans une entrée de janvier 1943 après les combats autour de Marathline, il a décrit son peloton dépouillant un dépôt de ravitaillement allemand. Ils ont emporté des munitions, de la nourriture et même quelques mitraillettes MP40, mais les fusils KN-98 qu'a capturés ont été laissés sur place. Thomas a écrit, « Les gars n'échangeront pas leurs fusils. Celui de Jerry a l'air intelligent, mais le nôtre tire plus vite, et c'est ce qui compte quand il vous attaque. » Le lieutenant William Douglas Holm, qui a servi dans le Royal Armoured Corps, a consigné ses observations dans des lettres qui ont été publiées plus tard. Après avoir interrogé des prisonniers allemands en Normandie en juillet 1944, il a noté leur respect pour l'adresse au tir et la cadence de tir britannique. Un sergent allemand lui a dit par l'intermédiaire d'un traducteur que son escouade avait été convaincue qu'il faisait face à des armes automatiques lors d'un engagement près de Cong. Lorsque Douglas Holm a expliqué qu'il s'agissait de fusils à verrou, le sergent ne l'a pas cru au départ. Il avait compté les tirs entrants et insisté sur le fait qu'aucun fusil à verrou ne pouvait supporter un tel volume. Douglas Holm a sorti un SMLE et a démontré la technique du manet fou. L'expression du sergent, écrit Douglas Holm, était un mélange de respect et de profonde contrariété d'avoir été battu par ce qu'il considérait comme un équipement obsolète. Les perspectives n'étaient pas purement britanniques. Les troupes de l'armée indienne, qui constituaient une partie substantielle des forces du Commonwealth, étaient également dévouées aux fusils qu'elles appelaient 303 d'après son calibre. Seppo Jiansing, de la 4e division indienne, a écrit en punjabi à sa famille pour décrire la campagne d'Afrique de l'Est contre les forces italiennes en 1941. Son unité a capturé des fusils Carono italiens et des Musées allemands utilisés par les troupes coloniales. Singh a décrit avoir essayé un Musée et l'avoir trouvé trop lent pour le combat, bon seulement pour un tir prudent. L'armée indienne utilisait Lienfeld depuis 1905, et les soldats de la frontière nord-ouest jusqu'en Birmanie louaient constamment sa fiabilité et sa rapidité. Les troupes indiennes ont combattu dans certaines des conditions les plus difficiles de la guerre, chaleur du désert, humidité de la mousson, froid des montagnes, et leurs témoignages ont souligné à plusieurs reprises que le SMLE fonctionnait lorsque d'autres fusils tombaient en panne. Les soldats australiens étaient notoirement pragmatiques en matière d'équipement. Si quelque chose fonctionnait mieux, ils l'utilisaient indépendamment de la réglementation. Le sergent Bill Griffiths, qui a combattu à Tobruk et El Alamein avec la 9e division australienne, a tenu des notes qui constituent la base d'un mémoire d'après-guerre. Il a décrit le matériel allemand capturé étant constamment évalué. Les troupes australiennes ont adopté avec plaisir les grenades à bâton allemandes, qu'elles ont trouvées supérieures aux bombes britanniques mises pour certaines tâches. Ils ont récupéré les optiques et les mitrailleuses allemandes. Mais Griffith a noté que pendant tout son séjour en Afrique du Nord et plus tard dans le Pacifique, il n'a jamais vu un soldat australien remplacer volontairement son Lienfeld par un fusil capturé. L'attitude qu'il a écrite était simple. Ce foutu truc fonctionne. Tire assez droit et tire vite. Pourquoi changerais-tu? Le désert d'Afrique du Nord a testé les armes d'une manière que les champs de bataille européens n'auraient jamais pu tester.
Le sable pénétrait dans chaque mécanisme avec la persistance de l'eau. La température oscille entre les nuits glaciales et les pièces métalliques dilatées et contractées à 120 degrés jour. L'humidité des régions côtières se combine au sable pour créer une pâte abrasive qui pourrait user les pièces mobiles en quelques semaines. Les forces britanniques combattant en Libye, en Égypte et en Tunisie de 1940 à 1943 ont constaté que le SML gérait ces conditions mieux que pratiquement n'importe quel autre fusil sur le théâtre. Les troupes allemandes respectaient la précision du Musée, mais leur manuel de terrain comprenait de nombreuses sections sur l'entretien du désert. Procédure spéciale requise pour maintenir le fonctionnement du K-98K. Les manuels britanniques disaient simplement de secouer le sable et de continuer à tirer. Les tolérances lâches critiquées par les ingénieurs sont devenues un salut dans le désert. Le sable qui bloquerait les actions plus serrées d'un Musée tombait simplement à travers les dégagements plus généreux du Linfield. Les troupes australiennes et néo-zélandaises à Tobruk se sont battues contre des tempêtes de sable qui ont réduit la visibilité à bout de bras. Une fois le sable dégagé, leurs fusils fonctionnaient encore. Les fusils italiens Caronno utilisés par les forces adverses se sont souvent complètement grippés après des tempêtes de sable, nécessitant un démontage complet. Même le Musée avait besoin d'un nettoyage important avant de retrouver un fonctionnement fiable. Les rapports des armuriers britanniques du siège de Tobruk notent que l'Ianfield est revenu pour réparation avec du sable littéralement incrusté à l'intérieur de l'action. Pourtant, la plupart fonctionnaient encore assez bien pour le combat. Un rapport d'août 1941 faisait état d'un fusil qui avait tiré plus de 200 coups au cours d'un engagement de 3 jours sans nettoyage et qui était toujours opérationnel lorsqu'il fut finalement inspecté. La Birmanie et le théâtre du Pacifique ont amené des extrêmes opposés. Des pluies torrentielles de mousson, l'humidité de la jungle qui maintenait le métal perpétuellement humide et la boue qui donnait à la Flandre un aspect sec en comparaison. La 14e armée britannique combattant en Birmanie de 1942 à 1945, a opéré dans des conditions où le métal rouillait pendant la nuit et les stocks de bois gonflaient à cause de l'absorption d'humidité. Les fusils japonais Ariasaka, des armes bien conçues à part entière, ont souffert d'humidité affectant leurs alaisages revêtus de chrome et provoquant des problèmes d'alimentation. L'alésage sans revêtement du SML nécessitait un nettoyage plus fréquent, mais s'est avéré moins sujet aux piqûres et à la corrosion qui affectaient les canons chromés lorsque le plaquage tombait en panne. Les crosses de noyer absorbaient l'humidité sans le gonflement dramatique qui affectait les bois plus denses utilisés dans les fusils japonais et certains fusils allemands. Les troupes britanniques opérant dans l'Arakan et le long de la rivière Chinduin passaient souvent des semaines sans installations appropriées d'entretien des armes. Le sergent Charles Carfrey du Border Régiment a décrit son fusil après 3 semaines d'opération continue dans la jungle au début de 1944. Le métal était taché de rouille en surface. La crosse était devenue presque noire à cause de l'humidité et de la manipulation, et le canon était encrassé par des centaines de cartouches sans nettoyage approprié. Pourtant, lorsque son unité engagea les positions japonaises au col du Nakodok, le fusil fonctionna parfaitement. Carfrey a écrit qu'il avait vu des fusils japonais capturés dans un bien meilleur état esthétique et qui ne fonctionneraient pas de manière fiable parce que l'humidité avait affecté leurs actions plus serrées et causé des problèmes d'alimentation. L'Arctique présentait encore un autre test. Les forces britanniques et canadiennes opérant en Norvège en 1940 et plus tard les troupes alliées en Europe du Nord au cours de l'hiver 194-1445 sont confrontées à des températures qui descendent en dessous de 0 Fahrenheit. Lubrifiants épaissis en gel. Métal contracté. L'humidité a gelé instantanément. La solution allemande consistait à utiliser une lubrification minimale et des huiles spéciales pour temps froid. Mais cela nécessitait des approvisionnements spécifiques qui n'étaient pas toujours disponibles pour les troupes de première ligne. La solution britannique était plus simple. Retirez toute huile de l'action du Linfield et faites-la sécher. La conception du fusil lui permettait de fonctionner sans lubrification par temps extrêmement froid. Les troupes canadiennes combattant dans l'Esti de Scheldt en novembre 1944 ont signalé que leur Lienfield fonctionnait de manière fiable dans la neige fondue et sous une pluie verglaçante qui laissait les fusils des prisonniers allemands gelés et inutilisables. L'action de fermeture signifiait moins de force nécessaire pour ouvrir le pen, ce qui était important lorsque le métal se contractait à froid et que chaque mouvement nécessitait un effort supplémentaire. La durée de vie de Lienfield raconte une histoire qui contredit les idées reçues sur la technologie militaire. Le fusil est entré en service au Royaume-Uni en 1895 sous le nom de chargeur Lienfield, a évolué pour devenir le SMLE en 1907 et est resté l'arme standard de l'infanterie britannique et du Commonwealth pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais son histoire ne s'est pas terminée en 1945. L'Inde a continué à fabriquer des Lienfield jusque dans les années 1980. Le fusil a combattu en Corée, en Malaisie, au Kenya, à Suez et au Malouines.
Les Rangers canadiens dans l'Arctique ont encore émis la variante numéro 4 MKY jusqu'en 2015, 120 ans après la première apparition du modèle Lee Enfield. Aucun autre fusil à verrou militaire ne s'approche de ce record de service. Le Mouzet 98K, malgré son excellence technique, a été remplacé quelques années après la défaite allemande. L'américain Springfield 1903, le japonais Arisaka, le soviétique Mosin Nagant, tous ont été progressivement éliminés une génération après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Seul le Lee Enfield a persisté. Cette longévité n'était pas une nostalgie ou une inertie bureaucratique. Il s'agissait de reconnaître que le fusil possédait les principes fondamentaux d'une manière qui comptait plus que ce que les spécifications suggéraient. Les Britanniques n'avaient pas pour objectif de construire le fusil le plus précis ni le fusil fabriqué avec la plus grande précision. Ils avaient construit un fusil optimisé pour ce qu'exigeait réellement le combat d'infanterie. Tir rapide et soutenu, fiabilité dans des conditions défavorables et simplicité de fonctionnement sous contrainte. Ces priorités semblaient presque banales comparées à l'élégance technique du Mouzet, mais elles se sont révélées plus précieuses que la précision que la plupart des soldats ne pouvaient pas exploiter. Le SMLE représentait une philosophie selon laquelle l'efficacité sur le terrain l'emportait sur l'excellence sur papier. Le développement des armes légères militaires modernes a réappris à plusieurs reprises les leçons de Lee Enfield. Les premiers échecs du fusil M16 au Vietnam provenaient en partie des tolérances strictes qui provoquaient le blocage de l'arme dans des conditions de jungle. Le même problème qui tourmentait le Mouzet dans la boue et le sable. La solution consistait à assouplir les tolérances et à ajouter un revêtement chromé, appliquant essentiellement les principes que le SMLE incarnait depuis 1907. La fiabilité légendaire de l'AK-47 vient des dégagements généreux qui lui permettent de fonctionner lorsqu'il est rempli de terre, exactement ce qui a permis au Lee Enfield de travailler dans les tranchées 70 ans plus tôt. La doctrine militaire contemporaine met l'accent sur le volume de tir et l'engagement rapide à courte portée plutôt que sur l'adresse au tir de précision à longue portée. La même philosophie qui a conduit la Grande-Bretagne à privilégier la minute folle plutôt que la précision de 1000 mètres. L'histoire des fusils offre des enseignements plus larges sur la technologie et les achats militaires. L'ingénierie avancée ne se traduit pas automatiquement par une supériorité sur le champ de bataille. Le Mouzet était objectivement plus sophistiqué dans sa conception. Avance contrôlée, double patte de verrouillage avant, métallurgie supérieure. Mais la sophistication crée de la complexité, et la complexité crée des points de défaillance. Le Lee Enfield a réussi grâce à la simplicité et le pardon. Ses tolérances lâches, ses boulons de verrouillage arrière et son manuel simple des bras le rendaient plus facile à utiliser et plus difficile à casser. Les soldats n'avaient pas besoin d'être des armuriers experts pour le faire fonctionner. C'est important parce que les guerres sont menées par des conscrits et des réservistes, et pas seulement par des soldats de carrière. Une arme qui ne fonctionne parfaitement qu'entre des mains expertes a moins de valeur qu'une arme qui fonctionne correctement entre les mains de n'importe qui. La leçon économique est tout aussi pertinente. La Grande-Bretagne a produit environ 17 millions de Lee Enfield, toutes variantes confondues, entre 1895 et les années 1950. Le processus de fabrication utilisait un outillage plus simple et un usinage moins précis que celui requis par Mouzet. Cela signifiait que les usines pouvaient être créées plus rapidement, les travailleurs formés plus rapidement et les coûts de production maintenus plus bas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la capacité industrielle déterminait le nombre de fusils qu'une armée pouvait utiliser, la capacité de fabrication du SMLE est devenue un avantage stratégique. L'Allemagne produisait d'excellents fusils, mais jamais en quantité suffisante. La Grande-Bretagne a produit des fusils de qualité suffisante en quantité suffisante pour armer non seulement ses propres forces, mais aussi pour fournir des armes aux mouvements de résistance et aux nations alliées à travers le monde. Des armes adéquates en quantité suffisante l'emportent sur des armes supérieures en nombre limité. Le Lee Enfield a prouvé qu'ancien ne veut pas dire obsolète et que moderne ne garantit pas mieux. Cela a prouvé que comprendre comment les soldats combattent réellement compte plus que la performance théorique. Plus important encore, cela a prouvé que la meilleure arme n'est pas celle qui remporte les concours de design. C'est celui qui continue de fonctionner quand tout le reste a échoué. Que les soldats confient leur vie et que cela les ramène vivants à la maison. La préférence du Britannique Tommy pour son fusil obsolète par rapport aux armes modernes allemandes n'était pas due à l'entêtement. C'était la sagesse.